Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et cet été je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle Les Pillow Talk du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans ce 8e épisode, nous allons parler de tantra et de sexualité sacrée. Qu'est-ce que le tantra ? D'où vient-il ? Comment il se pratique aujourd'hui en France ? À quoi ça ressemble ? Pourquoi ralentir dans la sexualité ? Vous l'avez compris, c'est maintenant le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles si ce n'est pas déjà fait, car nous allons parler de sexe. C'est parti. Le tantra, la connexion à soi et à l'autre, ce qu'on propose pour moi, c'est vraiment juste un espèce d'outil pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi et aller voir ce qu'on ressent et ce qu'on aime. Et c'est en aucun cas, mais en aucun cas une religion, quoi. Ma gourou spirituelle qui le dit, c'est mon kiné. Le bassin, c'est un carrefour de force. Et il se passe plein de choses. Le périnée, c'est le plancher pelvien, mais il y a les organes sexuels, digestifs. C'est vraiment... vous rendez ce que vous avez mangé à la terre, etc. Et donc même chier, c'est sacré. En fait, moi, quand je vous entends en parler, et mon expérience du tantra, c'est qu'en gros, ça ressemble à des ateliers de développement perso, sauf que ça parle moins. Il n'y a pas le blabli blabla, les explications, la théorie, et c'est vraiment très centré sur l'expérience. Ouais, c'est vraiment... c'est se connecter à son énergie de vie, mais dit comme ça fait vraiment babos. La thématique d'aujourd'hui, c'est sexualité sacrée, tantra. Je pense qu'on va parler probablement de spiritualité. En fait, je ne sais pas trop. C'est vraiment le sujet, pour le coup, où j'ai... Ah non, peut-être c'était TDS quand même. J'allais dire le sujet où j'ai le moins de connaissances. À titre personnel, je pense que TDS, c'était pas mal aussi. Enfin, je pense qu'on est à peu près au même niveau. Et donc, moi, je pense que je vais apprendre plein de choses. Et l'intention qu'il y a derrière ce talk et derrière l'ensemble de ce qu'on est en train de faire, de toute façon, pendant cette semaine, c'est de déconstruire les stéréotypes qu'il peut y avoir autour des différentes pratiques sexuelles et aussi de transmettre et d'informer. Donc, voilà, après, ça va dépendre de ce que vous avez envie d'apporter dans ce talk, mais c'est ça l'intention globale. Et pour débuter cette conversation, moi, je pense que ça serait pas mal de se faire un petit tour de cercle avec prénom, pronom et un mot que vous évoque ce talk et la raison qui fait que vous êtes présente ici. Comment vous avez atterri ici, ce matin, sur ces poufs. Et on tourne dans le sens trigonométrique, anti-trigonométrique, anti-trigonométrique. J'arrive, mon corps il dit non, faut tourner dans son trigo. Anti-trigo et j'arrive pas. Anti-trigonométrique, je l'ai. À partir de la première personne qui se porte volontaire pour commencer. Voilà. D'accord. Petite ambiance du matin, tranquille. Après petite nuit. Après petite nuit, avec jolie cérémonie tantra hier. Allez, je commence du coup. Vas-y. Marie-Anne, elle, c'est moi qui vous ai infligé une jolie cérémonie tantra hier. Vous étiez merveilleux. On blaguait tout à l'heure que j'ai peut-être une semaine d'endorphine à traiter, plus celle qu'on va rajouter aujourd'hui sur le dessus. Incroyable. Je suis coach sur les sujets sexualité, amour et relations, et la méthodologie que j'utilise est énormément ancrée dans le tantra. Forcément, quand j'ai entendu que vous aviez un talk prévu sur le sujet, j'ai attrapé le bras de qui de droit pour essayer de me faire programmer. Je suis très très contente d'être avec vous. Merci. Un mot ? L'instant.
Moi, c'est Célia. Mon pronom, c'est elle. Un mot, je pense que je ne l'ai pas encore. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. En tout cas, moi, la raison pour laquelle je suis ici, c'est déjà, je suis professeure de yoga. Donc, je pratique depuis très, très longtemps. Et je m'intéresse énormément à la philosophie, à la pensée indienne. C'est quelque chose que j'essaye vraiment d'inclure dans la manière dont j'approche ces pratiques qui ne nous appartiennent pas, finalement. Et du coup, je gravite un peu autour de tous ces sujets avec un peu de théorie, un peu de pratique, mais c'est le début, quoi. J'y vais doucement. Et du coup, le mot qui me vient, c'est conscience, dans plein de sens, plusieurs sens du terme, ouais. Moi, c'est Esther. Elle, le mot qui me vient avec ce sujet-là, c'est présence. Et pourquoi je suis là? Alors, je suis youtubeuse. Et j'ai organisé. Et j'ai eu une idée un peu à la con. Qu'on se le dise, de dire, tiens, et si on parlait de fesses pendant une semaine sur YouTube. Voilà. Moi, c'est Dani, pronom elle. Le mot que ça m'évoque, c'est communion, qui est mon mot favori dans la vie. Et pourquoi je suis là? La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de central dans ma vie. Et je sens que c'est aussi impressionnant d'en parler publiquement que de la sexualité, d'ailleurs, pour moi. Et encore plus via la sexualité, qui est un sujet, une valeur très très forte pour moi. Le tantra, j'aime bien le tantra, même si je considère que ce que je connais du tantra, c'est plus du néo-tantra à l'occidental. Je me suis pas tant penchée que ça sur la philosophie. Bon, j'en ai des idées, mais pour moi, c'est pas... voilà. Mais par contre, la notion de sacré me parle énormément. Voilà. Merci. Moi, c'est Marianne, pronom elle. Moi aussi, le mot que ça m'évoquait, c'était plutôt conscience. Mais je pense qu'il y a aussi, je vais dire intimité, du coup. Et donc, je suis là parce que, je pense qu'on m'a appelée parce que j'ai cofondé une association de tantra qui organise des événements de tantra. J'avais aussi participé à la création d'un festival de tantra. Pour autant, je ne suis pas du tout animatrice de tantra. Je me considère plus comme facilitatrice d'espace et comme, gardienne d'un nid. Notre association s'appelle The Nest. Notre but, c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à cette pratique. Voilà, je sais pas, j'ai pas énormément de connaissances non plus sur le tantra hindouiste. Nous, je pense que ce qu'on propose, c'est plutôt du néo-tantra et un accès un peu différent à la connexion à soi et à l'autre. Donc moi, je m'appelle Laura Cherfi, je suis thérapeute sur les questions de l'intime et également coach. Et je suis cofondatrice d'une asso qui s'appelle Les Chahuteuses, qui travaille autour des sexualités joyeuses depuis 2013, dont Marianne fait aussi partie. Et en fait, nous, depuis 2013, on s'intéresse à tout ce qui sort des scripts sexuels habituels. Et donc, les questions de tantra, également de slow sex, en font énormément partie. Et moi, ce que j'aime dans le tantra, et particulièrement en tant que thérapeute, c'est l'aspect psychocorporel. Merci. J'ai oublié de le dire parce que je blaguais, mais je pense comme il y en a ici qui ne me connaissent pas forcément, on est aussi coach au sein de mon entreprise qui s'appelle Se Sentir Bien.
Et on a beaucoup de pratiques autour du corps, autour de la relation au corps, à soi. Et on accompagne aussi les personnes, là c'est tout nouveau, on est en train de le commencer, mais on accompagne les personnes dans leur polyamour, dans le fait d'ouvrir les relations, dans toutes les questions de jalousie, de est-ce que c'est juste pour moi, et toutes ces questions-là. Donc voilà, pour que vous sachiez, parce que ça risque d'arriver dans la conversation. Je sais pas, voilà. Je me suis dit, bon. Moi, je pense que la première question que je trouverais cool qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on met derrière tous ces mots? Tantra, on a parlé de slow sex, on a parlé de sexualité sacrée, de néo-tantra, alors moi j'avais jamais entendu. On arrive. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a envie d'en dire? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de se lancer à expliquer un petit peu, puis après on complète en popcorn? Voilà, ça vous va? Pour compléter. Vas-y. Comme on a beaucoup abordé le néo-tantra en opposition au tantra classique, je voudrais donner du contexte. Ouais. Le tantrisme, c'est une philosophie holistique, donc complète, qui a pour finalité d'aider l'humain à s'élever et qui prend en considération énormément d'aspects de sa vie pour l'aider dans son élévation du, on va dire, humain vers le divin, ou vraiment tout près. Qui sont son corps, c'est-à-dire son alimentation, l'exercice physique, la méditation dans une certaine mesure parce que régulation nerveuse, ses émotions, son énergie, on travaille beaucoup avec les chakras et les centres énergétiques en tantra, sa sexualité, ses relations, son purpose, chemin de vie. J'en oublie peut-être un, mais j'ai tous mes doigts normalement. Et le néo-tantra tel qu'il a émergé en Occident reprend beaucoup l'aspect sexualité du tantra qui avait besoin beaucoup d'être réhabilité chez nous. Donc il y a eu un focus pas forcément dommageable qui s'est fait sur cette section, dans la mesure où si c'est fait respectueusement, une personne qui s'intéresse au néo-tantra va faire attention à son énergie, va traiter son corps avec respect, va être intéressée à sa régulation émotionnelle, et le reste risque de suivre naturellement. Cependant, oui, si on parle uniquement de sexualité sacrée, on va se retrouver dans une optique plutôt de néo-tantra. C'est marrant parce que moi, c'est pas forcément ce que j'entends par néo-tantra quand je dis qu'on pratique le néo-tantra, en tout cas dans notre association. En fait, le truc, c'est que quand on dit tantra, souvent d'ailleurs, si on regarde sur Internet, on tombe sur tout et n'importe quoi. On tombe souvent sur des sites hyper moches d'ailleurs, avec un design horrible, avec des vieux Bouddhas et du rouge partout. Ouais, du Windows 98. Et souvent, il y a écrit vraiment tout un tas de trucs. Déjà, il y a écrit sexe. Et puis, il y a écrit dérive sectaire. Et en fait, le tantra, ça regroupe tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, je parle plutôt de néo-tantra, pour juste différencier une religion quasiment, parce que c'est une spiritualité qui est très, très ancienne, et qui a même pas été qu'en Inde, qui a traversé plusieurs pays de l'Asie. Moi, je parle vraiment d'une spiritualité qui a été amenée en Occident. Pour moi, c'est Osho qui a ramené... je ne sais pas si je me trompe, parce que je pense qu'il y a pas que lui. Surtout Osho, je ne sais pas si vous connaissez. Osho, c'est un maître spirituel qui a créé un ashram en Inde, qui a eu énormément de succès, parce qu'il a réussi à faire la transition entre la spiritualité indienne et l'Occident. Et donc, il y a eu énormément de gens, notamment aux États-Unis, mais dans le monde entier, qui sont allés dans son ashram et qui ont un peu découvert la lumière, qui ont dit « mais c'est génial », et qui ont ramené leurs potes. Et le truc est devenu beaucoup trop énorme. Et après, ils ont déménagé l'ashram aux États-Unis. Et après, c'était le gros bordel. Si vous voulez, vous pouvez regarder Wild Wild Country. Ouais. Si vous voulez La secte. dérive sectaire. En fait, j'ai entendu parler ici, en fait. Mais par contre, les bouquins que ce mec écrivait étaient extraordinaires et les méditations qu'il a créées étaient incroyables. Et ouais, c'est ça. Il a fait notamment des méditations dynamiques, ce que nous, on ne connaissait pas en Occident, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Donc, il a créé des méditations, notamment par la respiration, où tu sens toute ton énergie après qui circule. Et nous, c'est plutôt ce truc-là qu'on essaye d'amener et de pratiquer aujourd'hui. C'est un peu du tantra pour occidentaux, en fait. C'est une façon de réveiller ton énergie
Et ton énergie, souvent, c'est une énergie sexuelle. Mais après, le tantra, le sexe, pour moi, c'est une partie du tantra. Mais tout est lié, en fait, à ton énergie sexuelle. C'est ton moteur. Moi, je prends... Ouais. Je voulais te donner raison, mais je m'excuse pour l'interjection. Je me rends compte qu'elle est sortie avant que je la... Si tu remplaces sexe par vie, finalement, juste en switchant les mots, parce que cette pulsion de vie, de désir, de vouloir se projeter, se reproduire et pas forcément se reproduire au sens descendance, enfant et tout ça, mais voilà, cette pulsion d'aller vers l'autre et de créer et de se reproduire dans ses créations artistiques, physiques, dans le travail, c'est la vie, en fait. Et si on remplace subitement sexualité par vie, en effet, on rentre absolument dans ta vision. En tout cas, je crois qu'il y avait assez. Ouais, pardon. Je voulais un peu cacher ma main, mais elle était timidement levée. Pardon, mais je voulais juste apporter un petit complément aussi à tout ce contexte que je trouve intéressant. C'est quand on parle du tantra, quand tu décrivais le tantra tel qu'il est écrit dans les corpus de textes qui sont issus à la base de la pensée indienne, il y a beaucoup d'autres textes. Et quand on fait du yoga, par exemple, on se base beaucoup sur les Yoga Sutras, par exemple. Et en fait, je voulais juste amener ce truc qui me semble hyper important, de ce qui différencie le tantra d'autres courants philosophiques et de pratiques qui sont aussi mélangés avec le yoga, l'hindouisme, un peu le bouddhisme, etc. C'est que le tantra, c'est la divinisation du corps. Alors que d'autres courants de pensée indienne vont être un petit peu comme ce que nous, on a dans nos propres corpus philosophiques, qui est le corps, il faut s'en détacher et se détacher de tout ce qui nous amène comme information, parce que c'est fallacieux et il n'y a que l'esprit et on se connecte au divin par l'esprit. Il y a un petit peu ça qui existe, je tire à gros traits, mais qui existe dans certains courants de pensée de yoga, ça existe aussi, mais le tantra, c'est tout l'inverse. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, comme dans la pensée indienne, il y a tout et son contraire sur le rapport au corps, et le tantra, c'est vraiment ce truc de le corps, c'est ton support pour accéder au divin. Et du coup, le corps est divinisé. Et c'est pas du tout, c'est très spécifique au tantra. Et puis c'est en opposition très forte avec notre culture judéo-chrétienne qui rentre complètement dans ce que tu disais sur le corps, c'est le mal, toutes les pulsions qu'il y a dedans à en faire, et donc il faut s'élever. Sauf que moi, ça me ramène à cette idée de psychocorporel. Moi, le problème que j'ai trouvé en accompagnant les personnes par la pensée, alors c'est vrai qu'en matière de sexualité, par exemple, il y a plein de choses à déconstruire juste au niveau mental, des informations, d'éducation sexuelle qui sont intéressantes. Mais moi, je me suis retrouvée dans des problématiques où, en fait, ma tête, philosophiquement, elle comprend. Ok, philosophiquement, par exemple, je ne veux pas ressentir de jalousie. On parlait de jalousie tout à l'heure. Donc, ok, moi, je suis hyper open, voilà, pas de souci. Oui, le corps de l'autre ne devrait pas m'appartenir. Mais émotionnellement, mon corps, il n'est pas toujours d'accord et il n'est pas toujours... il suit pas toujours. Et effectivement, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans le tantra, c'est cette intégration du corps, un peu comme une boussole aussi, et comme une partie de nous qu'il s'agit d'intégrer. Et du coup, de fait, c'est un support excellent pour parler pour envisager tout ce qu'il y a autour de nos sexualités. Mais tu parlais de connexion tout à l'heure. Et de tous les sujets dont tu parles aussi, tu vois, même la mission de vie, qu'est-ce que je fais sur cette terre, comment j'ai envie de contribuer, si je me retrouve dans un job qui est bon pour ma tête, mais mon corps ne suit pas et est frustré, parce qu'émotionnellement, ça ne m'intéresse pas, ça va être compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Dani? Tu vois, il y a des choses à rajouter? Tellement. Oui, je voulais revenir sur le néo-tantra. Pour moi, j'appelle ça néo-tantra aussi parce que j'ai l'impression que, dans ce que j'ai expérimenté dans le tantra, il y a aussi, notamment dans des groupes de tantra autogérés, moi j'arrive, je connais rien à la philosophie derrière et je peux proposer un exercice, je peux être créative, et pour moi il y a plus comme une intention à travers la relation, le toucher, la connexion à l'autre, d'être dans une certaine, dans un certain type de connexion, de communion, effectivement,
de divinisation du corps. En tout cas, de passer par le corps pour accéder à quelque chose. Et pour moi, c'est ça que j'appelle le néo-tantra. Parce que j'ai l'impression que le tantra, mais peut-être que je me trompe, voilà. Derrière, effectivement, c'est plus lié à l'hindouisme et aussi à toute une philosophie dans lesquelles j'ai l'impression que plein de gens qui font du tantra à l'occidental ne se retrouvent pas ou n'y connaissent rien, et pourtant on dit oui, je vais faire du tantra, je fais du tantra, etc. quoi. Voilà. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, ce que vous disiez là sur la spiritualité dans le corps, en fait, parce que effectivement, je crains un peu ces spiritualités voilà, hors sol, que je vois un peu comme des fuites, au même titre que les drogues, par exemple, ou que regarder Netflix pour s'anesthésier, quoi. Moi, je sais que je peux avoir tendance, des fois, et c'est OK, d'aller chercher quelque chose qui va me permettre, dans la spiritualité, qui va me permettre de ne pas ressentir ce que je ressens. Et en même temps, pour moi, c'est pas ça que je veux vivre. Je veux vraiment vivre une spiritualité incarnée. Et le tantra ou le yoga, pour moi, c'est des moyens vraiment très concrets d'aller toucher ça, quoi. J'avais jamais pensé que la spiritualité pouvait être un tampon émotionnel, comme on l'appelle chez nous. D'accord. Okay. Le bypass spirituel, la grande je connaissais le chocolat, je connaissais la masturbation, je connaissais Netflix, mais alors... Mais il y a un mot spécial, comme tu disais, le bypass spirituel ou la positivité toxique, la version très spiritualité New Age, dev perso. T'inquiète pas, il y a une leçon dans cette épreuve. Oh. Mais là, ça va pas. Il y a aussi ça, mais pour moi, il y a aussi vraiment le truc de la matière est une illusion. Ça fait de pas y penser. Moi, du coup, j'ai une question dans tout ce que vous venez de dire. Où est-ce que s'inscrit le slow sex dans tout ça? Moi, moi, ce que j'ai découvert, en tout cas, en découvrant le slow sex, déjà, c'est l'idée que on a le droit d'aller à notre rythme. Parce qu'on est quand même dans une culture où les standards porno et consuméristes, et même la société dans laquelle on va très vite. Et du coup, il y a une espèce d'accélération du rythme des rapports sexuels qui est... Enfin, voilà, moi, je me suis rendu compte que tardivement que j'avais vécu des traumatismes sexuels. Et je me suis rendu compte encore plus tardivement que, en fait, dans cette sexualité rapide, parfois juste, j'étais... Enfin, voilà, je sentais plus, je savais plus ce qui me se passait. Ça allait trop vite pour moi, en fait. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu des traumas, en fait, pour que cette sexualité, elle aille trop vite pour nous. Parce qu'il y a plein de questions qui se posent... Et voilà, dans une sexualité, alors d'autant plus quand on découvre une sexualité, quand on découvre un ou une partenaire. Tout à l'heure, tu parlais de connexion à soi, de connexion à l'autre. Et je sais pas, tout ça, moi, ça me prend du temps, quoi, pour être vraiment présente. Et du coup, voilà, moi, je rapproche le slow sex du tantra parce qu'il y a cette autorisation de se dire, en fait, c'est une expérience. Et l'expérience, elle va au rythme auquel vous avez envie, besoin que ça aille. Et après, pour moi, la spécificité du slow sex, et que j'aime beaucoup, c'est l'idée que, en tout cas, ce que j'ai découvert en pratiquant le slow sex, c'est qu'en ralentissant énormément, la sensation augmente énormément. Elle s'étire. Ouais. Et là, il y a un espèce de truc de, ok, donc pour étirer les sensations et les agrandir, j'ai pas besoin, tu vois, de bourriner ou quoi. En fait, je peux juste vraiment prendre le temps de plonger dedans et faire waouh. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup soulagée dans l'idée que mon rythme était OK, que c'était OK d'aller lentement. Donc, je le dis, les gens, c'est OK d'aller lentement. Tu voulais rajouter, Marianne ? Saviez-vous que le tube moyen maintenant sur les réseaux de diffusion de contenu porno s'est stabilisé à 12 minutes? C'est le temps standard pour une branlette. Et c'est triste quand même. 12 minutes. Bah, on n'a pas le time. Hein. On vit dans une société où clairement... Donc, l'accélération sale des pratiques. Marianne ? Moi, ce que j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport au mot aussi que j'ai dit tout à l'heure, c'était intimité.
Ouais, pour moi, en fait, c'est là où slow sex et tantra, c'est assez connecté, c'est au niveau de l'intimité. En fait, moi, je me rends compte que justement, dans cette société où il y a tous ces trucs de porno, de consommation aussi du sexe, voilà, je sais pas comment dire, mais de rythme effréné, il y a, en fait, on prend aussi plus le temps, je pense, pour s'échapper. Et pour moi, en fait, ce dont j'ai pu faire l'expérience après 10 ans de pratique de tantra et autres, c'est qu'en fait, moi, j'ai vécu des moments d'intimité extrême en regardant des gens dans les yeux, tout simplement. Et je sais qu'une fois, j'ai eu une pratique de tantra où j'ai eu je sais pas, un truc vraiment électrique. Mais juste, je pense qu'on s'était touché ça avec la personne en face. Et tout comme une fois, je me suis mise à pleurer parce que quelqu'un m'a fait ça. Alors que c'était extrêmement fin et en même temps, c'était tellement intense. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on essaie de toucher. Je pense que c'est cette intimité dans le slow sex. Pardon, tu voulais... Mais vas-y, et j'irai après. Déjà, ça m'amène en fait à la deuxième question que je voulais vous poser là-dessus, et je pense qu'en plus c'est le bon moment, mais c'est en fait pour beaucoup de gens qui connaîtront pas du tout, et pour avoir déjà essayé de trouver cette information sur internet, en fait ça ressemble à quoi en pratique le tantra? On est là. Genre qu'est-ce qu'on fait? Parce que là tout à l'heure tu as parlé on peut proposer des exercices et tout, alors on fait quoi? On va se poser dans un coin avec un papier, un stylo et on va faire des exos. Alors question 1, à quoi ça ressemble en pratique? Moi, j'ai envie de laisser aux spécialistes l'idée, de vraiment décrire des pratiques, mais j'avais juste envie de rendre... Tout le monde est légitime pour parler de ça. Non, mais tu connais la maison. Oui. Tout le monde est légitime pour parler. Mais j'avais juste envie de rentrer par la grande porte d'abord, mais j'ai l'impression, et je crois que c'est il y a 2 jours que tu l'as dit, Marianne, et ça m'a vachement marqué, que le point commun là dans tout ce qu'on dit, que ce soit des pratiques de sexualité sacrée, de tantra, de slow sex, c'est cette idée de créer des espaces où on sort, et tu as dit tout à l'heure aussi, des scripts de à quoi ça ressemble la sexualité, à quoi ça ressemble, c'est quoi les sensations qu'on est censé avoir dans notre sexe, dans notre bassin, dans un rapport hétéro, voilà, et de se dire, et donc du coup, à quoi ça peut ressembler à plein de choses du moment qu'on crée un espace pour créer de l'intimité avec soi, avec l'autre, avec nos sensations dans notre ventre, dans notre sexe. Et du coup, il y a des pratiques qui sont plus connues que d'autres, mais j'ai l'impression que c'est hyper varié, et que ce soit dans un truc de slow sex avec quelqu'un ou avec soi en masturbation, que ce soit même une séance de yoga où on va aller dans notre shavash, vous savez, cette posture à 4 pattes, on va aller vraiment se concentrer sur la zone. On est déjà dans une pratique comme ça pour moi, mais après, il y a plein de choses qui sont facilitées. Du coup, est-ce que ça serait pas mieux si je reformule ma question d'une autre manière, qui serait, est-ce que vous pouvez nous partager un moment où vous avez fait une pratique qui vous a marqué? Ça peut être une pratique en général que vous avez pratiqué plein de moments mais que vous aimez et qui vous plaît, un exercice, une pratique, ou un moment précis, une anecdote précise d'un moment où il s'est passé quelque chose que vous avez envie de partager pour donner une idée de à quoi ça peut ressembler en guise d'exemple. Évidemment, on va pas être exhaustif, vous le savez, mais on va pas être exhaustif en 1h30 et avec 6 personnes sur un set, mais ça nous donnera une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Ça vous va? Vas-y. Bien. Avant de donner un exemple concret, moi, ce qui m'est venu aussi, c'est la pleine conscience, en fait. Que ce soit le tantra, voilà, c'est être vraiment avec la sensation et ce qui est là maintenant. Et tu vois, quand tu faisais ça et l'extase que ça a créé en toi, moi, ça m'a rappelé une autre pratique qui est a priori pas tantrique, mais qui pour moi est du même ordre. Régulièrement, je vais au village des Pruniers, donc c'est un monastère bouddhiste, où on pratique beaucoup la pleine conscience, tout en pleine conscience, manger en pleine conscience. Et au village des Pruniers, il y a des prunes. Il y a des pruniers. Et je me rappelle d'une prune que j'ai mangée, mais j'en ai pleuré, quoi. Tellement j'étais présente avec les sensations et le goût, et je sentais tout dans ma bouche, et c'était vraiment extatique, quoi.
autant, voire plus que certains orgasmes. Et j'ai des souvenirs en tantra où juste regarder une personne dans les yeux et être guidée avec une certaine respiration et juste se plonger dans la pupille et d'un coup il y a quelque chose qui se dilate et ouais, une espèce d'expansion et de communion, enfin voilà. Par exemple. Et avant qu'on te réponde sur les expériences, il y a une citation qui tourne depuis 10 minutes et qui attend de sortir pour vous donner raison à toutes en même temps. D'Osho en plus, c'est que si dans le sexe on arrête de chasser les sensations pour aller vers la sensibilité, là on commence à rentrer dans le tantra et le slow sex. Donc je suis casse-pied avec ma question de... En fait, mais en on pratique, va sortir de on là. va le faire, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'épuisement dans ma pratique et celle d'autres personnes que j'adore, du sexe hétéro, classique, normé, performatif. On va faire un truc qui ressemble à du sexe et essayer d'y prendre du plaisir au passage. Épuisant. Parce que si on passe pas un bon moment, on se dit va falloir le faire plus fort. Ça marche pas, tu peux aussi arrêter de le faire, c'est possible. Marianne ? En fait, les gens ont souvent très peur du tantra. En fait, les pratiques sont extrêmement simples et extrêmement impliquantes en même temps. C'est ça qui est assez fou. Et moi, j'ai amené pas mal... Je viens d'un milieu d'école de commerce au départ. Donc, j'ai des amis normaux. Ça nous arrive. Et tu les as. Et en fait, quand il y en a qui osent venir faire du tantra, souvent ils ressortent et ils me disent mais c'est ça. Je pensais pas que... En fait, souvent ils imaginent des espèces d'énormes orgies avec des gens qui hurlent tout nus en faisant du sexe comme dans les espèces d'images qu'on peut voir dans Wild Wild Country. Et une pratique simple, c'est vraiment de se poser en face d'un partenaire et de juste le regarder dans les yeux. Juste ça. Voilà. T'as vu la puissance. On air approuve. J'aimerais qu'on envoie tous du pouce à Marie qui vous fait tomber des objets par la conviction. Et moi, je le répète, enfin, ce qui me vient, un exercice qui m'avait transcendé une fois, c'était bon, un petit peu plus que ça. C'était que d'abord, on se regardait dans les yeux avec un partenaire, puis après, on changeait. Et on devait découvrir un partenaire, on devait fermer les yeux et se découvrir du bout des doigts. Vraiment juste ça. Et en fait, rien que ça, c'était... Mettre de la conscience sur le bout de mes doigts, c'était hyper électrique. Et après, la consigne, c'était de se découvrir sans les mains. Donc, t'allais tout doucement te découvrir sans les mains, mais très, très, très doucement. Et c'était complètement fou. C'était bien plus intense, en fait, que beaucoup de choses que j'ai pu avoir avec des gens... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est beaucoup plus intime. Et après, voilà, l'exercice de base du tantra, c'est ce qu'on appelle la vague. Donc, j'explique comme ça, on aura la vraie pratique. Et on ne la fait pas, nous, toujours dans les soirées The Nest, parce qu'elle est quand même assez impliquante. Surtout quand c'est la première fois et que tu viens d'un milieu très occidental, pour qui le corps, c'est juste coucher avec des gens en boîte ou je sais pas. Enfin, ça se fait à deux. Donc le tantra, et ça j'aimerais qu'on y revienne peut-être plus tard, mais le tantra un peu old school, il est assez hétéronormé. Et nous, on essaie de changer ça aujourd'hui. Donc dans le tantra old school, l'homme se met en bas et la femme dessus. Nous, on fait plus ça parce qu'on trouve que ça n'a pas de sens. Mais donc partenaire numéro 1 est assis comme ça. Partenaire numéro 2 s'assoit dessus avec les jambes ici. Et en fait, il y a un échange d'énergie, de respiration entre les deux partenaires qui sont l'un près de l'autre. Après, ça peut se faire un peu plus loin quand on n'est pas encore très à l'aise. Et on peut se regarder dans les yeux si on veut plus d'intimité. Et l'idée, c'est qu'il y en ait un qui... C'est comme ce que tu as animé hier soir. Il y en a un qui donne par le cœur et reçoit par le sexe la respiration. Et l'autre fait le mouvement inverse. Et donc, il y a un échange d'énergie qui se fait. Et ça
ça peut être, si c'est fait en conscience, hyper excitant, hyper électrique. Surtout en plus dans le fait que tu ne passes pas à l'acte, tu es juste en train de faire un échange d'énergie avec l'autre. Ça, en fait, ça peut créer énormément de choses. Ça peut aussi t'amener, ça t'amène pas forcément de l'excitation, ça peut t'amener des pleurs, ça peut t'amener du rejet, ça peut te faire revivre des choses. C'est là que le tantra est pas que sexuel, mais c'est vraiment une expansion de ta conscience. Ça réveille énormément d'émotions et c'est avec ça que tu peux danser et c'est chouette. Ouais, en fait, moi, quand je vous entends en parler, et mon expérience du tantra, c'est qu'en gros, ça ressemble à des ateliers de développement perso, Ouais, tellement. sauf que ça parle moins. Il n'y a pas le blabli blabla, les explications, la théorie, et c'est vraiment très centré sur l'expérience que les personnes vont pouvoir partager, et sur l'idée que chacun ou chacune va repartir de ces expériences en faisant ses propres apprentissages, quels qu'ils soient. Donc, il y a quelque chose de très respectueux du chemin de vie de chacun. Il y a quelque chose effectivement de très dans l'ambiance, parce que pour être connecté à ce qu'on ressent, voilà, il y a quand même une posture globale que moi, il y a des parties de moi qui étaient agacées par ça, très clairement, en arrivant, parce que c'est vraiment la caricature New Age, voilà, où l'ambiance collective, elle est dans cette espèce de truc de... Et puis ça va taper des ombres de notre culture, d'avoir des gens qui... expriment verbalement leur ressenti, genre voilà, en fait, on n'est pas du tout habitué dans notre culture à être connecté à nos émotions. Et comme tu le disais, pour les personnes qui sont en recherche de sensations, et donc là, il y a plein de problématiques et d'enjeux sexuels qui peuvent aussi amener au tantra. Bah, en fait, c'est des ateliers, des expériences qui permettent de se connecter à notre émotionnel. Et donc parfois, on va chercher de l'amour, du plaisir, de la joie, et puis en fait, on va tomber sur de la tristesse, de la colère, etc. Mais du coup, plus on est dans cette expérience émotionnelle, plus on arrive à circuler en fait dans nos cycles émotionnels. Et cette question du divin, c'est aussi depuis quel endroit est-ce que j'accepte ces émotions, depuis quel endroit je les accompagne. Et donc voilà, pour moi, c'est du développement perso avec un focus corps et émotion. Voilà. Et une ambiance un peu New Age, il faut le dire. Mais il y a des trucs sympas à la clé. Donc voilà. Désolée si je digresse, mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Ça me paraît hyper important, en effet. Ce qu'il y a d'intéressant pour moi et ce qu'on va chercher, je pense, dans cette espèce de néo-tantra, nous les Occidentaux qui aimons bien quand même comprendre ce qui nous arrive. Mais tu peux y aller. Ah. Mais le talent. Vas-y. c'est justement, voilà, je me retrouve en face de cette personne avec qui je fais un exercice qui est finalement assez simple et il m'arrive telle émotion. Et en fait, c'est d'aller chercher, d'aller essayer de comprendre, mais de ressentir ce qui se passe et d'aller voir pourquoi il se passe ça. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que c'est un genre de thérapie d'expansion de conscience, mais via l'autre. C'est-à-dire que plutôt que de rester chez moi à méditer sur qui je suis et quelles sont mes sensations et mon rapport au monde et à la spiritualité, en fait, c'est l'autre. L'autre est un miroir pour moi. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans le tantra et dans toutes les sensations. Pourquoi est-ce que si je te regarde, d'un coup, je me mets à pleurer de ouf? Ça, pour moi, c'est assez extraordinaire. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez proche de la sexualité à ce niveau-là. C'est que, enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir des poussées d'émotions de dingue pendant l'acte sexuel et de se mettre à pleurer. Sauf que si tu fais ça avec quelqu'un que tu connais pas, il va se dire c'est qui cette tarée. Et là, au moins, avec le tantra, je trouve que tu peux aller vraiment explorer ce truc-là et aller avec tes émotions. Ouais, les émotions n'ont pas besoin de rester à la porte, quoi. Ouais. Ce qui me vient aussi, c'est que pour moi, parfois, c'est pas évident de rencontrer les gens quand je les connais pas. Tu fais quoi dans la vie? Enfin, la première connexion par la parole est pas toujours évidente pour moi. Parfois, j'ai la flemme.
Et dans le tantra, ou ce genre d'exercice, qu'on appelle ça tantra ou pas d'ailleurs, parce que finalement, des exercices de consentement peuvent vachement s'apparenter à ce type d'exercice, et tout le monde n'appelle pas ça tantra. Pour moi, parfois, c'est beaucoup plus facile de connecter à une personne d'abord en passant par le regard ou le toucher, et je trouve la connexion beaucoup plus juste et vraie. Enfin, c'est beaucoup plus facile de trouver la justesse parce que justement, on est dans le corps, que quand je suis dans le mental à me dire « Ok, t'es qui comment on s'appréhende ?» et tout ça. Et je me rappelle au début de quand je venais aux événements Sexpo, je voulais arriver pile à l'heure ou un peu en retard parce que j'aime pas trop les trucs du début où on se connaît pas et on sait qu'on va faire des trucs peut-être. mais voilà, on essaye de combler le vide un peu, et je préférerais arriver et rentrer direct dans de la connexion. Dans l'exercice. Ouais, et du coup, une relation que je trouve plus vraie et juste, qui nourrisse plus la connexion que le small talk, quoi. J'ai eu de la chance, paradoxalement. Covid a un petit peu bougé nos habitudes. Mais la résultante de ça, c'est que je me suis retrouvée à m'entraîner à l'œuf de jade, qui est une pratique qu'on développera peut-être plus tard. Mais c'est une pratique de connexion avec soi et principalement son sexe pour les personnes porteuses de vulve, où l'objectif, c'est de développer les sensations, éventuellement de libérer des énergies qui seraient bloquées, de libérer des énergies traumatiques et des tensions qui seraient bloquées, et de vraiment reconstruire la pleine possession et éventuellement la pleine jouissance de sa vulve. Et on peut faire plein d'autres choses avec, qui sont merveilleuses. Et ce call a rassemblé 240 nanas. Wow. 240 personnes en train de faire de l'œuf de jade ensemble, dans un espace qui rituellement avait été créé, où on a décidé de faire une intention et d'essayer de se retrouver à un niveau énergétique cosmique. On n'est pas à côté, mais on est tout ensemble. Et je crois qu'on a toutes un petit peu pleuré quand même, notamment à la fin de la pratique, quand on s'est toutes de nouveau rapprochées de l'écran et qu'on a vu tous ces visages roses et contents et décoiffés, avec probablement un peu d'huile de coco quelque part par là, si on s'est permis une mèche, et c'était fou. Un instant de vulnérabilité avec 240 personnes en même temps dans le monde entier, qui ont décidé d'aller rechercher et réclamer le territoire de leur vulve. Politiquement aussi, ça faisait quelque chose de très fort, et je m'en rappellerai, je pense. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est l'œuf de jade pour les personnes qui regardent ? L'œuf de jade, c'est un œuf en pierre précieuse, relativement petit, et maintenant il y a des gens qui commencent à en faire en verre, pour passer à côté des problèmes éthiques de l'extraction des pierres, qu'on est invité à s'insérer ou pas dans le yoni, qui est le sexe féminin, pour aller travailler par exemple des petites contractions autour et voir à quel point et comment on le sent, l'inviter par une contraction bien travaillée à remonter ou à redescendre. Et si vous êtes branché par tout ce qui est lithothérapie, l'énergie des pierres, vous pouvez aussi par exemple choisir un quartz rose si vous avez besoin de vous reconnecter à l'énergie de l'amour de soi. Si vous n'êtes pas branché par la lithothérapie, quand même choisir un quartz rose en disant aujourd'hui j'ai envie de penser à l'amour de moi, et le rose c'est joli et je suis magique, alors je mérite un beau caillou, ça marche aussi. J'ai trop de cailloux maintenant. Et donc l'œuf de jade, c'est une pratique ancienne qui était utilisée en Chine notamment, mais qui a fini par imprégner les pratiques tantriques et être récupérée. Je ne sais plus à quelle période, je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est très très puissant justement pour cette qualité de présence, de pleine conscience, de recherche de la sensibilité et pas de la sensation, et cette divinisation du corps. Les partager. Ouais, Vas-y. Ouais, moi j'ai pour aussi dans cette intention de partager des trucs très très simples. Moi ces derniers mois, attention le micro, je suis blessée à la hanche gauche, j'ai une tendinite qui persiste, et quand on fait du yoga, qu'on est prof de yoga, ça demande de s'y pencher sérieusement. Et donc du coup ça, couplé à les découvertes de toutes ces pratiques, j'ai fait énormément de petites choses, juste de connexion au bassin. Et je veux dire, c'est pas
ma gourou spirituelle qui le dit, c'est mon kiné. Le bassin, c'est un carrefour de force. Et il se passe plein de choses. Le périnée, c'est le plancher pelvien, mais il y a les organes sexuels, digestifs. C'est le lien entre plein de choses. Il y a le sexe, la vulve, tout ça. Ça, c'est vraiment... Et comment est-ce que, dans des choses très simples, le simple fait d'aller mettre son attention dedans, il y a quelque chose qui se réveille. Et parfois, ça ne se réveille pas, parfois, il ne se passe rien. Mais cette attention-là particulière, quand on est en posture de la montagne, en yoga, on est juste debout. Et vraiment j'imagine ou je ressens l'énergie, c'est la même chose. En fait, je peux juste imaginer que je tire l'énergie de la terre par mes pieds et que ça arrive jusqu'au bassin. Et tout de suite, ça active des choses. Et je trouve que cette connexion à notre bassin, en plus, là encore, c'est mon kiné qui le dit, le fait qu'on est assis, ça crée des raideurs musculaires. Il y a moins d'espace, en fait. Et donc, le simple fait, pour sa santé physique, de créer de l'espace dans son bassin avec des mouvements, avec du yoga, avec de la marche, avec de la danse, que sais-je, mais de le faire en conscience, d'avoir une pratique corporelle consciente dessus, pour moi, c'est vraiment, en ce moment, ce qui m'empouvoir le plus. J'ai encore touché mon micro. Ce qui m'empouvoir le plus et ce qui m'amène le plus dans tout ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, et toutes ces pratiques, je les trouve merveilleuses aussi. Et parfois, c'est vachement chouette de faire une nouvelle expérience, un truc chargé de sens, très impliquant, engageant, et puis parfois de revenir à des choses plus simples. Je trouve ça hyper intéressant de naviguer entre tout ça. Amour à nos soignants New Age qui nous suivent dans nos expérimentations et éventuellement linkent ça avec leurs pratiques, parce que... J'ai une ostéo maintenant qui, quand elle travaille une zone, me dit quelle zone elle travaille pour que je puisse essayer de libérer l'énergie en même temps. On est contente. Il y a un autre type de pratique qui me vient, du coup, pour un peu montrer la diversité aussi. C'est au contraire des pratiques très intenses. Et d'ailleurs, ça me faisait penser quand tu parlais. Moi aussi, parfois, je peux sentir un peu d'agacement, d'un côté un peu trop éthéré, comme ça. Et moi, j'aime bien aussi le... Team BDSM enfant. Et par exemple, les méditations d'Osho, c'est hyper intense dans la respiration. Et je crois que la première méditation que j'ai découvert d'Osho, c'est un truc où justement l'idée c'est de faire n'importe quoi, de crier, de sauter, de sortir tout. Et je vois que c'est une autre forme, que ça amène à la pleine conscience en fait. Parce que ça permet de rentrer dans le corps, de sortir aussi tout ce qui nous encombre, quoi. Et du coup, c'est pas forcément toujours hyper lent, même si la lenteur permet quelque chose. Le défoulement aussi, je trouve, permet autre chose, quoi. C'est le type de pratique. En fait, dans les pratiques du tantra, ça consiste surtout, je pense, avant tout, à lâcher le mental. Donc, tu peux avoir... nous, on fait toujours, par exemple, avant nos soirées, on fait toujours un échauffement de 15 minutes pour que les gens arrivent et commencent à vraiment lâcher tout leur encombrement cérébral de la journée, quoi. Et en fait, ça peut passer par de la danse vraiment intense, ou il y a aussi une méditation d'Osho qui est hyper connue qui s'appelle le chakra breathing, qui consiste à respirer. Elle est hyper chelou. Si jamais t'as jamais fait de tantra, tu rentres là-dedans, tu sors tout de suite. En tout cas, moi, c'était ça la première fois que je l'ai faite, parce que ça consiste vraiment à respirer dans tous tes chakras. Donc tu pars du chakra racine. Puis, je suis obligée. Je sens que la première fois qu'on m'a dit respire par, je sais plus, la tête, j'étais à Ouais, respire par la tête. Très bien, on a physiquement petit cours d'anatomie. Ouais. En fait, tu penses à tes chakras quand tu respires, mais du coup, ça donne des respirations. Ça fait t'as genre des gens qui sont en groupe et qui pendant ça peut durer 45 minutes en plus. Hein. Ils font autant te dire que genre si t'es pas habitué, ça peut être
ultra violent. Et en fait, tu penses à chacun de tes chakras quand tu respires et ça te permet de lâcher ton mental et d'avoir ton énergie qui circule. Et à la fin, tu es complètement en transe. Puis ça te met aussi encore en hyperventilation. Oui, hyperventilation. Il se passe vraiment des choses au niveau. En fait, hormonal, de confiance, c'est un peu comme une drogue en fait. Oui, tu cherches un état modifié de confiance, mais tu as la même chose avec le BDSM, mais sauf que tu es sur l'endorphine. C'est les hormones. Ouais. Tu as aussi l'ocytocine l'ocytocine dans à le fond, contrat qui est vachement... Il est temps d'admettre qu'en vrai, j'étais dans tous les talks état de conscience modifié. Dans cette intention de lever un peu tous les stéréotypes autour de tous ces sujets-là, j'ai envie de vous partager un petit peu moi, ma vision et un peu mes craintes, parce que je pense qu'en fait, elles sont certainement celles de beaucoup de gens, vu que je suis presque la newbie avec le regard extérieur là aujourd'hui, même si bon... Développement personnel, je connais un peu, quoi, mais un chouï. En fait, alors, moi, j'ai un rapport assez électrique, je pense, à tout ce qui est spiritualité, parce que pour l'histoire, je pense que beaucoup ici ne le savent pas. J'ai grandi dans une secte. Et du coup, moi, je me suis extraite de ça, j'avais 18 ans. Donc, en fait, tout ce qui est dérives sectaires, etc., tout ce qui potentiellement amène à des dérives sectaires. Quand on parle un peu de spiritualité, en plus, j'ai une formation à la base scientifique. J'ai fait des études scientifiques assez poussées, assez longues. Et du coup, j'ai une approche... quand on me parle d'énergie et qu'on ne m'explique pas ou que la personne a oublié qu'en fait c'était peut-être une métaphore ou peut-être en tout cas quelque chose de l'ordre de la croyance et qu'on ne sait pas, mais que c'est utile et que c'est une proposition et qu'on ne me le dit pas, c'est vrai que je vais avoir un mouvement de recul. Plus une autre chose moi qui me touche beaucoup, mais on en a un peu parlé, on l'a touché un peu, mais c'est dans le tantra en tout cas cet aspect très hétéronormé dans lequel moi je me reconnais pas, mais je crois qu'on est toutes ici dans cette culture-là à pas se reconnaître là-dedans. Plus des traumas moi que j'ai pu avoir étant enfant au niveau de ma vulve, qui fait que de l'extérieur je n'ai presque pas de sensation. Donc en fait la notion de soi présente, etc., c'est un truc voilà, ça me parle pas moi, à part je crois que je fais partie des quelques vulves rares où sans pénétration il se passe pas grand chose. Donc il y a ça. Plus tout l'aspect un peu New Age, un peu agaçant dont on a parlé, etc. Donc en fait, ça fait que découvrir le tantra demande finalement, pour ma part, pas mal de travail de ok, pas de jugement là-dessus, pas de jugement là-dessus non plus, pas de jugement là-dessus non plus. Et en fait, c'est assez, je trouve que c'est assez inaccessible en fait. Alors c'est probablement lié à mon histoire perso, mais je pense que les personnes qui nous regardent peuvent se reconnaître là-dedans, même si leur histoire n'est pas exactement la même, parce que on a des points communs quand même dans toutes ces choses-là. Et du coup, pour partager moi une anecdote de pratique de tantra que j'ai eue une fois, je suis allée à un atelier. En fait, c'était un massage tantrique de la vulve. Et en fait, j'y suis allée vraiment en me disant on va peut-être te dire des choses, parler d'énergie et tout, ne te braque pas, on va peut-être parler même de physique quantique, ne te braque pas. Et j'ai une super vidéo sur la pseudoscience, physique quantique, tout ça, je vous la mettrai. Et juste sois en écoute et sois présente et prends tout comme des métaphores parce que finalement c'est ce que c'est. Et en fait, j'ai passé un excellent moment avec mon partenaire où j'ai reçu ce massage de vulve. Et en fait, j'ai quasiment rien ressenti, mais j'étais dans cette ambiance un peu agréable, douce, sans jugement, etc. Donc j'ai passé un bon moment reposant, tout ce qu'on veut, et je me suis endormie. C'était un massage qui durait une 20aine de minutes. Et en fait, je me suis endormie, puis je me suis réveillée genre en mode gong, j'étais pardon, ok, c'est la fin, très bien. Et à la fin, on a fait un cercle de discussion pour chacune surtout, et chacun dise comment c'était pour eux. Et tout le monde était en pleurs, j'ai ressenti des choses extraordinaires, etc. Et moi, je n'avais rien ressenti. Et je crois que c'est le moment de ma vie où je me suis sentie, dans mes souvenirs de tous les ateliers que j'ai pu faire, peut-être le moment où je me suis sentie le moins femme de ma vie. J'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose. J'ai envie de vous partager cette expérience déjà parce que j'aimerais que les personnes qui ont testé ce genre de pratique ou qui même juste une simple méditation guidée et qui ont eu le mental qui est parti, qui ne se sont pas mis dans la pratique, ne se disent pas qu'elles ont un problème et puis se reconnaître là-dedans. Et aussi peut-être pour vous le proposer et voir ce que vous, ça vous évoque dans cette discussion, tout ce que je vous raconte là, parce que je pense que ça peut apporter beaucoup. J'ai monopolisé un peu la parole. Mais c'est hyper ok. Déjà, je pense que Laura amènera beaucoup de choses superbes dessus, mais en
en expression somatique du corps, la croyance avec laquelle on roule beaucoup dans ces ateliers, c'est que ton corps va te donner autant que tu es capable d'encaisser le jour J. Et donc, s'il a décidé que c'était le moment d'aller dormir, que ce soit parce que tu étais tellement bien ou au contraire parce que là, ça commençait à faire trop, peut-être, c'était pas si mal. Pour répondre aux a priori que tu as, moi j'avais 2 éléments de réponse, ou en tout cas qui sont hyper importants pour moi. La première chose, c'est vraiment beaucoup se renseigner pour trouver le bon espace et les bons facilitateurs. Parce que je comprends très bien le côté, si c'est trop déclaratif, on va citer Einstein qui a ses propos twistés dans tous les sens, ou on va citer la physique quantique, ou peut-être qu'on va jargonner et on va juste parler beaucoup d'énergie. Enfin, moi, ça m'active pas qu'on parle d'énergie, mais il y a un certain moment où j'ai l'impression que, pour le coup, quand on dit tout est énergie, tout est vibration et qu'on est vraiment là-dedans, pareil, ça me parle moins, c'est moins ancré dans quelque chose de concret pour moi. Donc, à la fois, bien sûr que l'espace soit safe, que, enfin, bon, vous savez tout, que la rhétorique, comment est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on guide les pratiques, ça te parle et ça t'emmène. C'est hyper difficile de trouver les bons praticiens, praticiennes pour ça, en fait. Et ça mérite vraiment de s'y pencher parce que l'expérience change du tout au tout en fonction de la personne qui facilite. Et donc, si toi, du coup, quand on se connaît et qu'on sait que typiquement des atmosphères de manière qui sont new age, de manière complètement décomplexée, c'est vraiment pas pour nous, ne pas y aller. Et du coup, le deuxième critère aussi pour choisir les espaces, c'est le degré de respect, ou comment est-ce qu'on honore le fait que on est en train de pratiquer quelque chose qui vient d'une partie du monde qui a été colonisée, et que c'est ce chemin historique qui a amené la pratique à nous et qui fait qu'on l'utilise dans nos enjeux à nous, qui sont capitalistes, qui sont occidentaux, etc. Et alors moi, je me suis énormément posé cette question. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'inscrire à une formation de professeur de yoga parce que j'avais vraiment du mal avec ces questions-là d'appropriation culturelle. J'ai pas résolu ces questions. C'est vraiment, c'est compliqué. Moi, ma solution, c'est de beaucoup m'éduquer auprès de personnes concernées. Donc, je suis des autrices et des professeurs de yoga qui sont notamment indo-américaines, et c'est vraiment leur expertise, c'est ça. Mais là, je parle que du yoga. Et pour moi, ma solution, c'est la recontextualisation. C'est d'avoir des personnes, des facilitateurs en face qui se sont quand même assez questionnés sur la question pour recontextualiser leur pratique, pour rappeler quelques éléments historiques et puis peut-être juste avoir un petit mot plutôt que de dire namasté à tout va, de rappeler d'où ça vient et de dire je vous invite, peut-être on peut ensemble honorer une tradition qui vient de telle et de le faire ensemble. Enfin, moi, je trouve ça hyper important de respecter les pratiques qui nous font tant de bien. C'est quelque chose qui m'anime énormément. Mais j'ai pas de solution parfaite. C'est très compliqué. Donc voilà, pour ces questions-là. Mais clairement, la recherche du bon espace et des bons facilitateurs sur toutes ces questions, ça peut prendre du temps pour moi. Ouais. Mais ça me touche vraiment ce que tu dis et merci de mettre ça en lumière parce que je pense que en effet c'est aussi une des nouvelles choses qu'on veut apporter notre génération, je pense à tout ça. C'est parce qu'on les voit, moi je les appelle les boomers du tantra, c'est pas très sympa. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ouais. Ils sont chouettes parce qu'ils nous ont amené, nous ont amené cette pratique, mais il y a beaucoup de choses pour moi qui sont plus du tout OK dans la façon dont c'est pratiqué aujourd'hui. Et déjà, est-ce que c'est juste pour nous de parler de tantra ? Parce que clairement, ce mot, en fait, ouais. Ce mot, nous, on communique très peu dessus, en fait. C'est dans tous nos groupes. Notre association, elle s'appelle The Nest, et on parle plutôt de connexion à soi et à l'autre. Et moi, je suis toujours un peu mal à l'aise de parler de tantra, parce que déjà, ça veut tout dire et rien dire. Il y a tout de suite un côté spiritualité, il y a tout de suite... Et puis voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on est allé leur prendre leur truc, et puis qu'on l'a déformé, on en a fait notre produit à nous, les Occidentaux, pour... se reconnecter, et en fait on en consomme finalement parce que c'est un business c'est un marché, ouais. Du coup moi là vous me posez question, je me dis est-ce que ça vaut le coup même que je continue moi à employer ce terme
Mais c'est une vraie question. Et je trouve ça intéressant de se dire qu'en fait, on s'est approprié certaines choses, mais en fait, peut-être plutôt que de le voir comme de l'appropriation, aujourd'hui se dire, bah, tiens, en fait, qu'est-ce que moi je veux en faire avec ma culture et je l'adapte, parce que c'est ça qu'on disait dans les exercices que vous avez proposés tout à l'heure. C'est vraiment des choses qui sont adaptées à notre culture. Et finalement, c'est plus... Après, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça aussi, et moi, je ne sais pas ce que j'en pense. Et comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas de... C'est difficile, mais peut-être juste d'avoir cette humilité, de se dire, bon, bah, ça, je l'ai pris à ça, ça, je l'ai pris à ça. Et puis, en fait, j'en fais quelque chose qui est propre à ma culture, ma génération. Et... Alors pour te faire rire brièvement, je traversais Tulum un jour au Mexique. Et je suis passée avec horreur devant un beach club qui proposait une tantric dinner experience et des sushis. On consomme, on consomme. Ouais, on est vraiment dans la consommation. Et au-delà, moi, je vois quand même avec délectation des sagesses issues des sutras traditionnels qui sont en train d'être découvertes par la science moderne. Probablement qu'ils ont eu l'idée d'aller découvrir, chercher, prouver et mesurer ça sous imagerie médicale parce que colonisation et ramenage des pratiques et constatation globale que quand même méditer ça fait du bien. Mais sous imagerie médicale, on commence quand même à mesurer comment est-ce que votre cerveau change physiquement quand vous méditez régulièrement. L'expression somatique aussi des émotions, maintenant c'est mesurable. Donc on a quand même aussi maintenant une jonction qui est en train de se faire entre des sagesses anciennes et de la science moderne qui nous permettent de dire on a très probablement regardé par là parce que colonisation, on a aussi construit dessus, il y a des choses qui ont été amenées et peut-on rêver ou pas, je sais pas, que l'Occident se serait mis à méditer un jour parce qu'il se serait rendu compte tout seul que ça fait du bien. J'en ai aucune foutue idée, mais je suis contente de savoir qu'on ne s'est pas contenté de piller et de consommer, on a aussi construit ensuite. Je veux bien... alors, tes craintes, j'ai vraiment beaucoup les mêmes. Et d'ailleurs, même j'ai été surprise d'être invitée sur ce talk-là, parce que je me suis dit, tantra... Et après, finalement, en réfléchissant avec Will, j'ai fait, oui, c'est vrai que j'ai des expériences, machin. Mais moi, j'ai l'impression que ces dernières années, justement, je m'en suis beaucoup éloignée. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de parler de néo-tantra, parce qu'effectivement, pour moi, j'ai l'impression que ce que je pratique dans les ateliers de tantra, enfin, en réalité, j'en sais rien, mais n'a potentiellement rien à voir avec le tantra en réalité, quoi. Et du coup, je suis assez vigilante, enfin j'essaye de l'être. Et en même temps, je vois que du coup maintenant, vu que c'est dans le vocabulaire sexpo, je l'utilise un peu comme une facilité de langage. On va faire une soirée tantra, on sait à peu près l'ambiance que ça va être à côté d'une soirée BDSM. Mais du coup aussi, ce qui m'a fait venir, c'est la notion de sexualité sacrée, qui me parle beaucoup plus, et même que je vois presque comme un néologisme. Pas parce que la sexualité, c'est sacré, plus sacré qu'autre chose, mais parce que je me dis que dans l'absolu, tout peut être sacré. Le sacré, pour moi, c'est une intention portée à une conscience mise sur le... Comment dire ? Pour moi, je relie beaucoup la spiritualité à la communion, donc le fait que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi, des choses comme ça. Et très concrètement, quoi. À un moment, je vais retourner à la Terre, mes cellules vont devenir autre chose, et je fais partie d'un cycle, en fait. Et je vois au village des Pruniers, bon, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est là. Au village des Pruniers, je sais que même jusque dans les toilettes, il y a des petits mots pour dire, voilà, vous rendez ce que vous avez mangé à la terre, etc. Et donc, même chier, c'est sacré. et donc, j'aime bien cette notion de sacré, de juste se rappeler ou mettre de la conscience sur le fait qu'en rentrant dans la pleine conscience, on peut
sentir ce lien qu'on a avec tout, quoi. Et pour moi, ça, c'est très concret, en fait. C'est pas des trucs ésotérico, je sais pas quoi. Et c'est ça que je vais chercher. Et d'ailleurs, pour moi, dans le BDSM, justement, j'ai vécu des trucs tellement forts que même avec un amoureux, on s'était dit qu'on fait du BDSM tantrique. Parce que tellement de l'ordre de la communion et de la transcendance, et en même temps dans le corps. Et pour moi, ça, c'était... Je pense notamment à une expérience qui était, je pense, une des plus belles expériences de communion que j'ai eues dans la sexualité, ou la sexualité de groupe aussi. Il y a beaucoup, il y a beaucoup ce que je cherche aussi et que je peux appeler tantra parfois par facilité. Et pour moi, tout ça, ça rentre dans le côté sacré de la sexualité, quoi. C'est pas que des pratiques dites tantriques. Mais pour moi, ça peut passer par le BDSM, quoi. Cette sexualité sacrée. Show of Hand, qui en fait a de plus en plus envie d'arrêter d'honorer le monopole du mot tantra pour juste parler de sacré. Moi pas. Je sais pas. Moi j'ai mes enjeux autour de l'utilisation du mot sacré aussi. Mais... Ouais, j'allais dire, j'ai un peu la même problématique. Tout en ayant une spiritualité, Ouais, mais je pense qu'on est un peu peut-être sur la même vibe. Mais en fait, moi je serais pour trouver un mot qui soit adapté à notre culture et qui soit, on va réinventer le tantra là, mais qui soit, dans lequel on peut se reconnaître en fait, avec notre bagage culturel à nous et avec la conscience de qu'est-ce qui est importé d'ailleurs. Et moi, le mot sacré ne répond pas à ça. Pour moi, le mot sacré m'envoie à la culture judéo-chrétienne et non, ne m'envoie pas à ça. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on dit là, c'est qu'il y a quand même le point commun de tout ça et la raison d'être de ce temps qu'on a pris pour parler de tout ça, c'est qu'il y a quand même ce lien qu'on fait entre le corps, la spiritualité et la sexualité. Et c'est finalement de ça dont on parle. On parle de pratiques connectantes qui permettent de relier finalement le corps et l'esprit. Et c'est quelque chose qui a du succès dans notre culture parce qu'en fait, on est tellement dans une culture bloquée dans le mental qu'en fait, on a besoin de cette reconnexion. Et moi, c'est plus ça que j'entends et que je retiens de ce qu'on est en train de se dire. Et la question que j'ai envie de vous poser, du coup, c'est vous, à titre personnel, en fait. Qu'est-ce que vous y trouvez dans ces pratiques-là ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de les découvrir ? Alors, j'ai envie de faire le point avec cet échange qu'on vient d'avoir parce que, en réalité, moi aussi, ce mot sacré, je le mets très en lien avec notre culture judéo-chrétienne. Et effectivement, on a une culture qui nous a dit, pour être dans la spiritualité, pour être dans le sacré, il faut faire une croix sur le corps et sur nos sexualités. Et je crois qu'en tant qu'humain, on a besoin de spiritualité, c'est-à-dire qu'on a besoin, à certains moments de nos vies ou dans certains espaces, de pouvoir se dire il y a quelque chose de plus grand que moi qui est à l'œuvre. Je vois des trucs dans ma vie se passer ou à des moments où j'ai plus de ressources, etc. Voilà, il y a des choses il y a des ressources qui arrivent. Bon, et je trouve que chacun a cette possibilité aujourd'hui dans notre société laïque de se construire sa propre spiritualité sans que ce soit une religion, en fait. Et donc sans qu'on te dise comment est-ce que tu dois vivre ta spiritualité by the book. Et littéralement. et du coup, je pense qu'on a... Enfin, moi, j'ai vraiment ma spiritualité. Mes accompagnements sont basés sur mes croyances spirituelles et je me place à un endroit sacré, du coup, quand j'accompagne. Mais en fait, je ne le dis pas aux personnes que j'accompagne particulièrement. Ce qu'elles voient, c'est qu'il y a un respect, il y a une bienveillance, il y a une acceptation de l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est, à ce moment-là, de sa vie, de son chemin, une confiance dans ses ressources aussi. Donc il y a des qualités pour moi du sacré, il y a la confiance, il y a la clarté, il y a la créativité, il y a tout un tas de choses. Mais le problème pour moi, c'est que dès qu'on commence à coller un vocabulaire religieux, et c'est pour ça que dès qu'on commence à expliquer depuis tout à l'heure comment ça peut être quand on est dans ces endroits, il y a une partie de moi qui décroche en fait. Parce que je tiens à cette pudeur
à ce niveau-là, tout en étant dans un milieu sexpo qui décloisonne complètement l'idée de pudeur, d'intimité, etc. Donc ça parle de moi quoi, et de mes besoins. Et je crois qu'effectivement, on est une culture qui a besoin de remettre du respect, de la douceur, de la compréhension, de l'acceptation dans les espaces intimes, dans les espaces de nos sexualités, dans notre rapport à notre corps. Et ça, visiblement, le tantra le fait quand on n'est pas avec des facilitatrices, facilitateurs qui nous expliquent la religion telle qu'elle doit être. Mais quand on est avec des personnes qui nous laissent vivre nos expériences et faire notre chemin, quoi. J'ai très envie de faire un point privilège aussi. Parce que pouvoir accéder à ces espaces subtils, justement, sensationnels, et faire de la place à ses émotions, et prendre le temps d'aller chercher une sexualité qui soit incarnée et pas performative, c'est pas possible pour plein de personnes. C'est vraiment pas possible de tourner son regard à l'intérieur et de prendre du temps pour l'immobilité quand on doit trouver un moyen de remplir le frigo. Et du coup, cette sexualité sacrée, ce tantra, ce slow sex, c'est le privilège des gens qui peuvent ralentir. Moi, je suis touchée par la conversation parce qu'en fait, ça m'amène à mon histoire personnelle. Du coup, ça va être croustillant. Mais en fait, et ça, je pense que ça regroupe à la fois les dérives sectaires, la religion et tout ça. Et ce que aujourd'hui, moi, j'essaye de changer, c'est... je ne sais pas trop comment le formuler, donc je vais essayer d'être assez simple. Mais les boomers du tantra, je suis désolée, c'est un peu shamant. Ne vous vexez pas en commentaire. Avec leur site. Non, mais je vais pas shamer qui que ce soit, mais parce qu'en plus, j'ai vraiment de la reconnaissance, encore une fois, car vous nous avez amené un super outil. Mais voilà, j'aimerais qu'en fait, ce soit un outil et pas une religion. Moi, j'ai eu l'impression que dans la façon dont je peux vous parler, en fait, dont vous organisez les choses, il y a les sachants et les apprenants. Et j'ai eu l'impression, moi, qu'en fait, on m'apprenait à vivre ma sexualité. Et c'était pas forcément juste. Et en fait, il y a eu beaucoup de trucs qui n'étaient pas OK, à la fois d'histoire d'ego et de religion, quoi. Tu dois faire ci, c'est pas normal que ton corps ressente pas ça. Et ça me... Ouais. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Peut-être que c'était pas le but des gens qui m'ont enseigné ce type de truc, mais en fait, moi, je suis hyper touchée par les dérives sectaires parce que j'essaie justement d'en sortir. Pour moi, en fait, le tantra, la connexion à soi et à l'autre, ce qu'on propose, pour moi, c'est vraiment juste un espèce d'outil pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi et aller voir ce qu'on ressent et ce qu'on aime. Et c'est en aucun cas, mais en aucun cas, une religion, quoi. Moi, je suis pas du tout religieuse et je veux vraiment qu'on puisse changer ça, de dire aux gens ce qu'ils doivent ressentir. C'est pas ça, quoi. C'est juste... vous avez envie d'aller... Ça vous chatouille, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe, vous avez envie d'aller découvrir des choses sur vous, sur votre sensibilité, votre intimité, votre rapport à l'autre. Voilà une boîte à outils. Mais non, je vais pas vous dire... à votre âge, c'est important de copuler tant de fois par mois, sinon vous n'êtes pas normal. C'est pas normal de ne pas ressentir ci quand on vous touche là. Non, il y a des gens, quand on leur fait ça les excite de dingue. Il y a des gens, ça leur fait rien et c'est OK. Et il y a des gens, peut-être aujourd'hui, ça leur fait rien qu'on leur fasse ça. Et demain, ça va leur prodiguer un plaisir de ouf. Et il n'y a pas d'explication et il n'y a pas de justification. Et c'est juste ce qui est, quoi. C'est, je suis vraiment touchée et j'ai vraiment profondément envie qu'on change ça. En tout cas, moi, j'aspire vraiment à changer ça. On est en train, là, je pense. Ouais. Ça me touche aussi ce que tu dis. C'est le moment de tomber. Non, mais il y a vraiment... ça me touche ce que tu dis parce qu'avec le mot présence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette injonction aussi, genre je suis censée ressentir quelque chose là. Il faut être connecté. Et le vivre très fort.
Et du coup, ça empêche finalement d'aller s'explorer alors que c'est le but à la base. C'est quand même un peu dommage, quoi. Donc non, ça me touche. Je suis hyper contente de la direction qu'on est en train de prendre dans cette conversation. C'est assez chouette. Et ce que vous dites toutes les deux, ça me ramène à cette idée que pour moi, dans mes choix de facilitateur, il doit y avoir vraiment une réflexion féministe et anticapitaliste, parce que un homme blanc de 55 ans qui explique à une jeune femme comment elle doit vivre sa sexualité, mais allô, le patriarcat, c'est vraiment, pour moi, c'est à la limite de l'agression sexuelle. Enfin, vraiment, ça m'active beaucoup quand tu racontes ça. Et à la fois ces nouvelles injonctions à être super connecté, extatique en 2 secondes, ça c'est du capitalisme, c'est de la performance, c'est des résultats, on cherche des résultats. Alors que justement tout le propre de ces pratiques, c'est d'aller dans une sensation et de juste voir ce qui est et d'être OK avec ça. Et pour moi c'est profondément anticapitaliste, mais c'est hyper dur. Ça me fait trop rire parce que, alors vous n'étiez pas toutes dans tous les talks, moi je suis dans tous les talks, et en fait c'est drôle parce qu'il y a des choses qui reviennent à chaque talk. Alors déjà on parle pas beaucoup de sexe, c'est quand même très drôle, déjà de base. On parle beaucoup de la solution, c'est de tuer le capitalisme, et le problème, et le patriarcat, et les grands méchants. Voilà, et tout est relatif et tout dépend du contexte et chacun vit les choses à sa façon et il n'y a pas une sexualité. Enfin, c'est le truc qui revient aussi à chaque fois. Et aussi ce besoin finalement de cet espace de non-jugement qui a manqué, mais dans toutes les pratiques en fait. Et c'est ça que moi je trouve assez ouf. À tous et toutes vous écouter. Et là, je suis hyper contente. En fait, c'était encore une fois pas fait exprès, c'est arrivé quelques fois pendant ces talks, mais on est que des femmes et je trouve que ça crée quelque chose d'assez magique dans la conversation et ça permet de parler de ce genre de choses et pour moi c'est d'utilité publique en fait de parler de ça et de le rattacher finalement à des pratiques. Enfin, c'est assez intéressant de se rendre compte que je pense que je suis assez certaine que même si on ne parlait pas de sexualité, si c'était pas le thème des Pillow Talk, mais que c'était le thème ce serait un total autre thème, je sais pas. J'ai pas d'idée de thème là parce qu'il faudrait que Cuisine. Je suis sûre qu'on reviendrait à cette problématique de toutes les injonctions, le patriarcat, l'hétéronormativité, toutes ces choses-là. Donc je trouve ça assez exceptionnel. Je pense qu'il va être temps qu'on aille vers une fin de discussion. Ouais. Et je tenais beaucoup à la question que je vous avais posée un peu plus tôt, qui est qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ouais. À titre personnel, dans votre expérience, parce que là, on a fait beaucoup de partage de connaissances et de débats, et je trouve ça très, très riche. Mais je vous ai, vous, sur le set, donc j'aimerais beaucoup savoir, à titre personnel, ce que ça vous a apporté, ce que ça vous apporte aujourd'hui, ce que vous cherchez peut-être pour le futur aussi. Répondez à la question qui vous plaît dans tout ça. C'est la même intention. Est-ce qu'avant, parce que j'ai le faux mot, je peux juste rebondir une seconde sur ce qu'elle a dit? Faut juste pas oublier ma question. Non, je l'oublie pas parce qu'elle est trop bien en plus. Je voulais juste dire aussi, parce qu'on a beaucoup, du coup, je trouve hyper juste ce que tu dis sur le capitalisme et on a beaucoup parlé d'expériences un peu extatiques et tout, mais il y a aussi plein d'expériences, moi, que j'ai eues de malaise, rien. Je sens rien, je suis dans ma tête, oui, je te regarde d'un air profond, mais je suis complètement dans ma tête. Voilà, c'est normal. Tout est normal. Ça aussi, c'est la conclusion de tous les pays. Et des fois, c'est juste pas le moment, quoi. Ça peut être le bon moment dans ta vie, mais là, aujourd'hui, t'as raté ton métro ou tu viens de recevoir une notif gênante et tu seras pas dedans. Moi, ça m'a vraiment... les espaces de tantra, ça a fait partie, en fait, des espaces, des outils en réponse à mes besoins de développement perso, quoi. Et notamment, particulièrement autour des questions d'amour, de sexualité, voilà, des espèces d'angles morts dans mes relations que j'arrivais pas à dépasser, où je voyais bien que j'aimerais bien être un peu plus ceci, un peu plus cela, mais j'arrive pas. Et du coup, voilà, pour moi, ça rentre dans l'arsenal des espaces d'accompagnement psychocorporel qui m'intéressent beaucoup. Et en gros, ça va aussi avec... tu parlais de... Ah, je perds une boucle d'oreille. Elles sont jolies. Hein. Marianne, arrête.
Et moi particulièrement, en fait, moi je crois beaucoup à cette histoire d'émotions effectivement qui restent somatisées dans le corps et à ce qu'on appelle du coup des cuirasses émotionnelles qui se construisent. Et il y a beaucoup d'ostéos qui travaillent là-dessus, des kinésios, des coachs, des machins, enfin voilà. Et en gros, moi ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais bloquée à certains endroits et des espaces de groupe, d'ateliers comme celui du Tantra me permettaient de pointer du doigt là où effectivement peut-être j'avais des freins ou des émotions qui n'allaient pas dans la direction de ce que la majorité du groupe pouvait ressentir à tel et tel niveau. Mais ça, enfin voilà, après comment on le traite, ça dépend de la personne, ça dépend de où est-ce qu'on en est dans notre chemin de développement perso, est-ce qu'on a envie d'aller ouvrir ou pas. Et le côté, j'ai l'impression d'avoir un problème, tu vois, quand on me dit ça, mais en fait, on a tous des problèmes, on en a tous plein, des tonnes, et en fait, on est complètement capable de fonctionner avec. Et donc, c'est OK, pas de souci. Sauf si, du coup, tu es dans ce chemin de te dire, bah en fait, moi, là, aujourd'hui, ça m'intéresse, ou j'ai suffisamment besoin de dépasser ce problème-là, et du coup, bah là, je vais aller voir peut-être le sens que ça a, aller trouver un accompagnement thérapeutique, X ou Y. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un très beau moyen de me... C'était un très beau moyen de me connaître et de repérer où étaient mes sujets. Et en fait, à travers le tantra, j'ai réussi à mettre le doigt sur des enjeux liés à des violences sexuelles que j'avais vécues, que j'appelais même pas, en fait, des violences sexuelles. Et du coup, ça m'a pointé le chemin dans mon corps en mode « Ah, ok, d'accord, bon, et bah oui, effectivement, bon, bah c'est cool, je sais mon prochain accompagnement, ça va être tiens, quoi. Très bien, merci, namas, je sais pas quoi, dans le respect de votre position. » En tout cas, voilà, moi, c'est vraiment la partie développement relationnel, peut-être même plus que développement. C'est complètement J'aime pareil. beaucoup ce terme, développement relationnel que développement personnel. Je vais prendre la suite parce que je dois avoir un calque, c'est à peine différent. Moi, j'avais énormément lu sur la psychologie et le dev perso, et je pense que vous rigolerez toutes en entendant que j'avais compris. Hein, voilà, donc c'est bon, maintenant je suis parfaite parce que j'ai compris les styles d'attachement, j'ai compris les traumas d'enfance, et du coup, j'ai plus de travail à faire, et le problème, c'est les autres. Super confortable, ça a tenu 2 ans. Tenu. C'est déjà beaucoup. J'ai une capacité au déni assez folle. Et quand j'ai commencé ma formation de coach et d'accompagnante et de professionnelle avec une technique qui est très très enracinée dans le tantra, quasiment le premier exercice qu'on nous a fait faire la première semaine, c'était Total Love. Prends-toi un bain d'amour, vois comment tu te sens, reçois l'amour. Silence absolu dans mon intérieur, agacement total. Et à la fin du call, des nanas qui disent qu'elles ont pleuré des sauts et revécu des trucs d'enfance vraiment importants pour elles, et tremblé et crié. Et... Ok. Manifestement, nous avons un blocage quelque part. Et en fait, à chaque fois qu'on me ramenait dans une pratique dans le corps, dans le moment, dans l'incarnation et dans le corps, et que j'avais pas la chance de l'atteindre, alors que normalement mon cerveau peut faire tout ce qu'il veut, mais apparemment mon corps, lui, il est pas au courant, je savais quel était le prochain point à essayer d'aller dénouer très lentement, parce que s'il veut pas y aller, souvent il y a des raisons, très délicatement, avec amour, et il y a des trucs qui sont toujours pas dénoués, et c'est ok. Mais ouais, pareil, à chaque fois que je rentrais dans le corps et que mon corps disait « ça, t'as pas accès », je faisais « ah !» Ok. Ouais, merci pour l'info. Après, ça veut pas dire que c'est le moment pour moi d'aller ouvrir ça. En fait, j'ai tenu avec ça X années. Je suis vivante, beau travail. En fait, j'ai d'autres sujets en fait en ce moment et c'est très bien comme ça, quoi. Et du coup, là, ça peut devenir hyper culpabilisant d'avoir des personnes en mode thérapeute, accompagnant, à te dire « ah oui, alors là, tu vois, ton énergie de vie, non, mais en fait, laissez les gens tranquilles. Ils font leur chemin, quoi. » Les autres, qu'est-ce que ça vous apporte comme vous voulez. Et l'injonction à être totalement intégré, c'est aussi l'hyperformatif. Hein. Oui. Foutez-nous la paix. Moi, je pratique beaucoup personnellement et des petites choses. Donc c'est clairement, moi, l'intention de base, c'était me reconnecter à mon corps. Et je pense que c'est important, enfin, moi, dans mon histoire personnelle, quand on a justement une histoire difficile ou des traumas liés au corps, donc violences sexuelles, rapport à son image corporelle, à l'alimentation, etc. C'est vraiment des choses qui coupent de plein de choses. Et moi, c'est toutes ces pratiques qui m'ont aidée à revenir à l'intérieur en... Je fais ce qu'on appelle du yoga trauma conscient ou trauma informed, enfin, je sais pas comment. Et il y a ce qu'on appelle l'interoception. C'est notre capacité à sentir notre intériorité, donc nos sensations,
les zones où il y a de l'espace, les zones où il y a des resserrements, enfin des choses comme ça. Et c'est quelque chose où quand, de par notre histoire, parfois c'est pas là. Enfin, c'est très difficile, c'est très discret, c'est très ténu, c'est très confus. Et du coup, moi, c'était ça la porte d'entrée. Et petit à petit, j'ai pu vraiment étirer justement, élargir, avoir des moments où je me sentais en sécurité juste avec moi-même à faire ces exercices-là. Parfois, pas du tout aussi, il se passe rien et on est frustré. Ou parfois, on a la flemme, enfin normal quoi, la vie. Donc c'est vraiment, moi, c'est ça vraiment que ça m'a apporté, c'est cette quête-là. Pour moi, c'est vraiment une quête, c'est quelque chose, j'en ai pas fait aussi mon activité professionnelle pour rien et ça m'anime, mais de fou, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Et par rapport au mode plutôt relationnel, moi, je sais qu'avec mon partenaire, on fait des pratiques des fois de co-régulation. Alors, c'est tout simple, hein, c'est juste quand on sent qu'on est un petit peu activé, respirer ensemble, mettre une main sur la poitrine, se connecter peut-être sans mots, y compris quand on est en colère ou ce genre de choses. Et je remarque aussi les possibilités de connexion sans forcément, parce que je suis très communiquons, etc. Et là, on communique quand même. Et pour finir avec et la suite, je pense que ce que vous décriviez sur des pratiques soit collectives, soit vraiment de connexion intime avec des personnes, avec différentes propositions, invitations. Enfin, moi, c'est des choses qui me rendent très, très curieuse et que pour l'instant, je pratique peu. Et voilà. Et merci d'avoir posé cette question parce que ça me permet de faire le point de moi à moi aussi. Des formations de coach. Hein. Et vous alors je ne sais pas qui veut s'exprimer. Enfin, sur cette question-là de qu'est-ce que ça vous apporte à vous Moi, c'est vraiment... Moi, ce qui me vient, c'est la vie. Pour moi, c'est vraiment... Des formations de coach. On a une private joke en SSB qu'on est tout le temps en train de faire des ensemble. Mais oui, c'est ouf. Du coup, c'est drôle. En vrai, je suis pas du tout une hippie. Hein. Mais ouais, c'est vraiment... se connecter à son énergie de vie, mais dit comme ça fait vraiment babos. En même temps, on va assumer, non? Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est chiant, c'est que dès qu'on met des mots dessus, le langage fait que ça déforme l'expérience. Quoi. Alors qu'en vrai, je suis très terre à terre. Moi, j'écoute du rap français. Ouais, pour moi, c'est vraiment un truc qui me permet de me sentir vivante. Ça m'a permis... Moi, j'étais très, très complexée quand j'avais une vingtaine d'années. C'est comme ça que je suis venue même au tantra, je pense. C'est parce que j'étais très déprimée, très complexée. Moi, j'ai grandi dans un environnement assez normatif, où il fallait avoir tel tour de taille, où il fallait faire telles études, où il fallait... voilà. Et moi, ça m'a vraiment permis de me ressentir belle, quoi. Et ça m'était pas arrivé... ça m'a pris vraiment du temps. Et voilà, avec le confinement, j'en fais plus. Parce que voilà, c'est pas possible pour moi de faire du tantra avec des gestes barrières. Et j'ai pas envie de faire semblant. Donc, notre asso, elle est au repos. Et voilà, on n'en fait plus. Et je vois que je me sens beaucoup, beaucoup moins bien dans mon corps, beaucoup moins vivante. Et ouais, pour moi, le tantra, c'est toute cette pratique telle que nous, on la pratique, moi, c'est vraiment un truc qui me permet de sentir mon énergie, quoi, d'être plus présente, d'être plus connectée, d'être plus ouverte aux autres. Je vois que quand j'en fais moins, je mets beaucoup plus de temps à me connecter avec les gens. Je regarde moins les gens et je vois que mes barrières autour de moi sont beaucoup plus solides. Alors que pour moi, ça me permet vraiment de baisser les armes un peu aussi. Voilà. Entre autres, je pourrais en parler. Je vais bien essayer de répondre. En même temps, la réponse qui me vient, je me dis qu'elle est bien perchée. Auto-jugement. Je ne vous jugerai pas, je range ma partie. Moi, j'adore le perché. Bon, vas-y. Et en même temps, c'est vraiment, je crois, le truc le plus intime pour moi. Donc voilà, c'est intéressant de le poser là. Moi, je pense que ce que ça m'apporte le plus, c'est
la communion. Et je sens que ça me touche, qui est ce que je cherche le plus dans ma vie. Et je pense aussi que ça part... qu'il y a un manque, en fait, en moi, un manque fondamental qui vient de... Bon, je vais aller dans le perché, qui vient de cette frustration aussi, d'être seule, d'être séparée, et il y a une aspiration à sentir que je fais partie d'eux. Et pour moi, ce chemin, il guide clairement tout ce que je fais dans ma vie. Au final, ça revient toujours à ça. Et en même temps, j'ai vraiment de la gratitude pour ce manque. Parce qu'il m'amène sur ces explorations-là. Et je vois que je peux méditer et ressentir de la plénitude, faire des trucs, des projets qui me donnent pendant un instant l'impression d'accomplissement, où je me sens pleine, ou nourrir des aspirations, des valeurs, des besoins. Et en même temps, à chaque fois, y a de nouveau, ce qui est normal, ça fait partie de l'incarnation de l'humanité, quoi, de l'insatisfaction, de machin, de trucs. Et pour moi, le tantra, entre autres pratiques, me permet enfin, le tantra... Au sens Le nouveau mot qu'on aura inventé d'ici là. On le notera. Faire un petit groupe de travail. Pratique reconnectante, il y avait un petit début. Ouais. Néo-tantra, mais ouais, c'est pas assez. Néo-tantra, ouais. C'est pas assez, ouais. Il nous faudrait un peu de cours. Mais le tantra, on se vraiment comprend. lutter. Du coup, ça me permet, de sentir, parfois, évidemment pas tout le temps, cette communion-là. J'ai du mal à mettre des mots. Et en plus dans la relation. Ce qui est d'autant plus précieux parce que communier sur un coussin, oui, je fais un avec l'univers, tout ça. Bon. C'est assez désincarné finalement, quoi. Et c'est pas ce que je cherche. J'ai envie de faire vraiment un, justement avec la matière, quoi. Donc voilà. Voilà, je pense que ce que ça me permet, c'est de vivre cette spiritualité-là dans la relation, cette communion-là dans la relation. J'ai perdu fil, je ne sais pas qui s'est exprimé sur cette question et qui ne s'est plus exprimé. Pas encore. Donc, je pense ce que ça nous apporte. Je crois qu'il manque que toi. Il manque que moi sur ce sujet-là, sur ce que ça m'apporte ou ce que je pourrais rechercher. Je me sens pas attirée par ces sujets, en fait. Les fois où j'ai poussé la porte, c'était vraiment de la pure curiosité. Et je me sens pas prête, je crois. Il y a une part de moi que ça fait un peu rêver quand j'entends, j'ai ressenti des choses au bout de mes doigts. Enfin, je me dis, oh, ça doit être fou, quoi. Et pourtant, j'ai fait un jeûne long de 21 jours il y a maintenant bientôt 2 ans. Et j'avais ressenti des choses assez extraordinaires. Même, j'en ai pas parlé quand j'ai documenté ça parce qu'à ce moment-là, c'était pas quelque chose que je voulais partager, mais j'avais ressenti un éveil spirituel. Enfin, le mot que je mets dessus, c'est un éveil spirituel. Mais j'avais aussi ressenti des choses au niveau de mon corps et au niveau de ma sexualité, de ma sensualité. Enfin, il s'était passé des choses. Et en fait, à ce moment-là, j'étais contente de l'accueillir, mais j'avais pas envie de creuser plus. Et c'est vrai que depuis, en plus, j'ai pas mal de questions parce que j'en ai parlé publiquement. Donc, en fait, j'ai pas mal de questions. Et je vois que je sais que ça arrivera dans ma vie un moment où ce sera le bon moment pour m'intéresser à ces choses-là et que ce que je suis en train de faire là, typiquement, c'est des choses qui sont les choses qu'il me faut pour être sur le chemin, pour pouvoir être à ce moment-là. Mais je sens que là,
c'est pas juste pour moi d'aller chercher ces pratiques. Je pense que je suis plus dans du me reconnecter à mon corps d'une manière beaucoup plus terrienne d'abord. Je sais pas si ça marche ce que je dis, mais avant d'aller dans le corps par la porte d'entrée de la spiritualité. Donc là, je suis un peu comme un enfant émerveillé qui vous a écouté et qui, je pense, cette vidéo, je la fais aussi pour moi dans quelques années, que je la re-regarderai parce que je pense que ça, je l'observerai avec une autre lecture et déjà dans quelques mois, quand je la posterai, à mon avis, il y aura déjà des choses qui auront avancé. Donc voilà pour moi. Et en plus, c'est une très belle transition vers la dernière question que je veux vous poser pour conclure. Je propose qu'on fasse un tour de table et que vous nous disiez à toutes comment c'était cette discussion pour vous. Est-ce que vous retenez ou ce que vous avez envie de partager au groupe en une phrase ou deux, de manière très concise, autant que possible. Je veux bien commencer. Vas-y. Moi, ça m'a ouvert l'appétit. Ça m'a donné envie de plus échanger. Je trouvais ça hyper chouette. Je trouve ça cool d'être assise et de pas envie de dire de réfléchir ensemble, mais de parler ensemble de ces sujets-là, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on se nourrit vachement les unes des autres. Ce qui change vachement des débats sur CNews. Les gens sont « Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. » Non, je trouve ça hyper enrichissant de s'écouter et de s'enrichir les unes des autres des différentes approches qu'on peut avoir et des différentes discussions. Je me sens hyper en gratitude de cette discussion. Voilà. Et j'ai envie d'aller plus loin et de continuer à discuter. Il y aura un live Twitch de plusieurs heures à la suite de la publication. Je vous aurais mis les horaires et tout, parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai absolument aucune idée de quelle date, quel horaire exactement. Mais il y aura un live Twitch et vous serez tout invités si vous souhaitez venir passer même une demi-heure ou quoi. Voilà. C'était chouette. On se le fait en salle. Je me sens connectée, en fait. Je parlais de ces espaces depuis lesquels j'accompagne, mais en fait, c'est des espaces que je cherche et que j'aime cultiver ailleurs. Et je sais pas, je me sens juste avec vous, en accueil, en écoute, en création. Et c'est beau, quoi. Donc, du plaisir, de la beauté. Moi, j'ai une partie de moi, en fait, est actuellement en train de s'énerver du fait qu'on n'a pas de meilleur mot que tantra et qu'en plus, tout le monde n'a envie de parler que de tantra et on se retrouve à parler de sujets qui nous passionnent mais sous une ombrelle qui ne fit pas parfaitement. La frustration, là, avait besoin de sortir par ma bouche avant que je passe à un autre sujet. Beaucoup la connexion et la gratitude aussi, en effet, du fait qu'on se donne beaucoup, là, on échange, on s'influence un peu. Tu m'as donné envie de réintégrer du chat-vache avant mes exercices de respiration parce que ça fait du bien de redescendre et que ça réveille tout. Enfin, vous m'avez toutes donné envie d'un truc à un moment où je sais que l'heure et demie qu'on a partagée ensemble va avoir une influence sur ma pratique et je trouve ça génial. Moi, un peu pareil. Je me sens hyper inspirée par vous toutes. Ça m'avait fait un peu un effet similaire au talk BDSM où du coup, je vais un peu me répéter, mais on voit la couleur de chacune et je me sens hyper inspirée par vous, quoi. Enfin, voilà, je suis arrivée, honnêtement, mon ventre a gargouillé 1000 fois. Je suis fatiguée, j'ai eu un moment où j'étais un peu... Et là, je me sens... Enfin, ça fait un bon moment que je suis complètement immergée avec vous. Alors moi, je constate que depuis tout à l'heure, je me caresse les mains. Et que, je sais pas, je me sens présente. Et encore une fois, ça va sonner très narcissique, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Mais je sais que les mots vont sonner très narcissiques, mais j'ai beaucoup de gratitude pour la moi d'il y a quelques mois.
qui a pris la décision de... Je vais pleurer, mais... qui avait très peur et qui a pris la décision de faire ses talks. J'espère que ça rejoindra l'audience, mais je trouve que ce qu'on est en train de vivre, talk après talk, avec une couleur différente, c'est magique, quoi. Voilà. Donc je me sens très en sororité, très présente et très connectée à la discussion qu'on a eue, que je trouve pas finalisée, très frustrante, etc. Mais une très belle entrée. Et j'ai beaucoup de gratitude de me dire qu'il y a des personnes, c'est avec cette vidéo, qui vont découvrir le mot tantra. Et je trouve ça très chouette. Merci. Bonne chance. Au point où j'en suis avec la fatigue et tout, là. Je crois que ça joue pas mal. Il y a de l'eau. Mais j'ai trouvé l'échange aussi extrêmement riche et j'ai aussi été vraiment inspirée. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs mind blows dont je me rappelle plus parce que je suis trop fatiguée. C'est enregistré. Mais ouais. Et aussi, quand une des personnes qui organise m'a dit voilà, t'es sur ce talk, est-ce que ça te va, je me suis pas sentie très légitime et je lui ai dit mais moi et tout. Et finalement, je vois que c'est un vrai sujet qui me touche, quoi. Donc, et je me sens vraiment enrichie, quoi, par l'échange. Et je vois aussi que, en fait, si je me suis pas sentie légitime, c'est peut-être aussi que c'est un sujet touchy pour moi. Voilà, donc grand merci à chacune. Merci. Et ce sera le mot de la fin, je pense. Juste merci, en fait. De la plus pure manière et sens du mot merci, quoi. Et paillettes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.